Moi, je suis Cristina Chirouz Montenegro. Je suis, en fait, comme mon nom l'indique, franco-guatémaltèque. Chirouz par mon père, Montenegro par ma mère. Et je suis donc née au Guatemala. J'ai fait tout mon collège et mon lycée à Paris. Retournée au Guatemala, puis revenue, etc. J'ai toujours été en lien entre les deux pays, en fait. J'ai construit un pont personnel, en fait, en moi, entre le Guatemala et la France. Et en fait, après mon bac et au cours de mes séjours au Guatemala, bon, à un moment j'ai passé un an là-bas, j'ai travaillé avec des gestores culturales, des médiateurs culturels, des gens qui étaient très engagés dans la vie sociale, artistique et dans les changements aussi, dans un esprit un peu critique aussi vis-à-vis de la société guatémaltèque. Et j'y ai trouvé vraiment une source d'inspiration incroyable. Je pense que j'ai eu plusieurs révélations pour travailler dans l'art en général. J'ai eu de très bons profs d'art plastique, des gens qui m'ont passionnée, avec qui j'ai fait des visites à Paris. C'est vrai qu'ici on est entouré de culture et d'art constamment. Et quand j'allais au Guatemala, je cherchais vraiment toujours à trouver cette source d'inspiration dans le monde de l'art. Et j'ai trouvé que c'était parfois un peu difficile d'accéder à l'art au Guatemala. Il y a parfois des galeries qui disparaissent, cette association dont je vous ai parlé qui s'appelle Caja Lúdica, qui était donc à l'édificio de Correos, c'était des gens incroyables qui travaillaient avec des maras, qui travaillaient avec des enfants de quartiers très défavorisés, etc. Et finalement, ils n'ont pas pu soutenir cette activité, donc ça s'est dissous. Bref, il y a vraiment une fragilité dans le monde de l'art au Guatemala et en même temps une ébullition qui est extraordinaire et qui à chaque fois, à chaque voyage, à chaque séjour au Guatemala m'inspire. Donc ce lien entre la France et le Guatemala, je l'ai fait vraiment naturellement. J'ai la chance d'avoir un lieu à Paris qui a été un laboratoire pour moi parce que à la Caféothèque, j'ai pu faire beaucoup d'expositions. Là, j'en suis peut-être à 60 ou 70 expositions depuis le début. Ce sont des expositions qui durent 2 mois, voilà, dans un lieu qui n'est pas voué à être une galerie vraiment, mais qui a quand même servi de tremplin, je pense, à quelques artistes, alors aussi bien parisiens que latino-américains. Il y a une artiste péruvienne que je suis aussi depuis qu'elle a exposé à la Caféothèque, Cristina Flores Pascoral. Bref, c'est des liens qui se sont créés, mais c'est vrai que je privilégie quand je peux le fait d'exposer des artistes d'Amérique centrale et du Guatemala. Marlov, c'est quelqu'un qui est très connu dans la scène artistique au Guatemala, en Amérique centrale aussi. Alors je l'ai connu par divers biais en fait, j'ai connu son travail en fait par divers biais. J'ai entendu son nom plusieurs fois, je suis allée voir plusieurs expositions de lui. C'est quelqu'un qui est tellement foisonnant dans ce qu'il fait, donc comme on l'a vu au cours de la présentation, il est aussi très présent et très engagé dans la vie culturelle de Guatemala. Il a aussi été commissaire de la Biennale d'art centra-américain qui a eu lieu à San José, Costa Rica. Il a été co-commissaire avec Tamara Diaz Bringas. Et j'ai voulu l'interviewer à ce moment-là, on n'a pas pu coïncider, mais j'ai toujours suivi son travail en fait. Et j'ai vu cette œuvre qui s'appelle La Gloria Oscura, qui est une intervention murale à la 14e Biennale País. Et en fait, quand Anne m'a proposé de présenter un artiste guatémaltèque ici, dans cette salle Asturias, j'ai tout de suite pensé à lui. Ça a été évident. Et je ne le connaissais pas personnellement, donc j'ai eu du mal à l'avoir au téléphone. J'ai dû galérer pendant 10 jours pour finalement qu'il me donne son numéro, etc. Je ne sais pas ce qu'il pensait. Et quand je l'ai eu au téléphone, il m'a tout de suite dit « Waouh, c'est l'opportunité de ma vie ». Il n'avait jamais voyagé au-delà du Mexique ou de Panama. Il n'avait jamais pris un transatlantique. Donc pour lui, c'était très important. C'était comme venir à la Mecque de l'art.
Et c'est quelqu'un d'ultra cultivé aussi, donc il savait très bien ce que représente Paris toujours pour les artistes latino-américains. Pour les Mayas, le temps n'est pas linéaire, le temps est cyclique et il y a toujours des répétitions, des choses qui reviennent. Donc la mort ne signifie pas grand-chose parce qu'il y a toujours une renaissance derrière. Et je pense que Marlowe a cet héritage-là. Il a aussi évidemment une éducation comme tous les Guatémaltèques très religieuse, donc il a fait sa première communion, etc. C'est quelqu'un qui a reçu ses préceptes religieux aussi. Et peut-être qu'il a aussi, donc il a un grand-père chinois, alors peut-être qu'il a quelque part un peu d'héritage de philosophie orientale. En tout cas, toute son œuvre en fait est liée à cette cohabitation des temporalités et cette fusion en fait spatio-temporelle, parce que c'est en même temps la terre du Guatemala mais qui est tout à fait diverse en fait, parce que d'un côté on a le monde rural qui vit dans une certaine époque et qui parfois est un peu gelé dans une époque presque précolombienne, hein. Parfois il y a des villages qui vivent vraiment de manière très loin de la technologie, etc. Et comme il y a beaucoup de migrations et d'exode rural, ils arrivent en ville et ils reçoivent de plein fouet ce choc et ce bombardement d'images et de références et de modèles états-uniens, etc. Et évidemment, le grand poids de la religion et tout ça, ça fait un syncrétisme incroyable. Qui se joue aussi d'ailleurs dans les migrations vers le nord, vers les États-Unis, le passage du Mexique, enfin, tout ça c'est pour Marlowe, et c'est un point de vue qui me semble très intéressant à voir, c'est tout le temps et toutes les époques et toutes les cultures cohabitent aujourd'hui. Alors elles peuvent cohabiter ou s'entrechoquer ou entrer en collision ou être concurrentes, mais elles sont dans un même espace-temps. Et au Guatemala, on le perçoit vraiment.